On n'est pas bien là, la tête dans les olives? Et oui, le Luberon, les Alpes de Haute-Provence, on va aller à la découverte des producteurs. Vous l'entendez derrière moi, on est en pleine récolte des olives. Et avant ça, on va aller découvrir d'autres très bons produits. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons découvert le pays de Forcalquier et les plantes de la montagne de Lure. Comme ce territoire regorge de richesses, on reprend la route des senteurs et des saveurs de la Haute-Provence. Que diriez-vous de commencer chez un créateur de parfums ? J'ai rendez-vous dans l'entreprise de Denis, une entreprise qui a été créée par sa grand-mère. Denis, l'histoire de cette entreprise, c'est avant tout une histoire de famille, c'est ça ? Oui, c'est une histoire de famille et c'est une histoire de femme. Ah. Parce que c'est notre grand-mère Joséphine qui a créé cette société en 1920 avec ses frères. Alors bizarrement, la société s'appelait Morange-Frère, hein, mais c'était une femme qui l'a gérée. C'était elle qui tenait tout c'était une femme d'une main de maître. D'une main de maître, oui. Une femme maîtresse, comme on dit. Voilà. Donc ils ont démarré dans les années 20 avec distillation d'huile essentielle. Donc ils avaient des champs de lavande ici en Provence. C'était où? C'était près d'ici? Tout près, au pied de la montagne de Lure. D'accord. Et dans la montagne de Lure. Malheureusement, la lavande a un peu disparu de la montagne de Lure, puisque la maladie en 1956, ça a éradiqué. D'ailleurs, ça a été un peu l'objet aussi de la transformation de l'entreprise, puisqu'au départ, ils étaient vraiment distillateurs d'huile essentielle. Et puis, petit à petit, avec le temps, ma grand-mère, qui était une femme aussi d'action et une vraie chef d'entreprise, a compris que sa matière première, en la transformant et en en faisant un produit fini, elle allait pouvoir le vendre à qui? Au tourisme qui se développait sur la Côte d'Azur et en Provence d'une manière générale. Donc elle a fabriqué d'abord des parfums. Alors d'abord la matière première, l'huile essentielle, qui partait exclusivement à Grasse, et qui était reconditionnée et avec lequel on fabriquait les parfums pour toute l'industrie de la parfumerie de ces années-là. Et puis dans un deuxième temps, à partir des années 50, elle a créé à partir de sa matière première des produits finis, eau de toilette à la lavande, sachets de lavande, savon à la lavande, qu'elle vendait dans les boutiques sur la Côte d'Azur. Il y a un lien entre le nom de l'entreprise, l'Authentique, et Marcel Pagnol, c'est ça au départ? Oui, tout à fait. En fait, donc au départ, moi, il manquait vraiment une marque à ces produits. Donc en lisant un roman de Pagnol, je suis tombé sur ce mot, l'Authentique, qui était fort de signification. Je l'ai un peu arrangé. En plus, ça a un avantage, c'est qu'en anglais, ça se prononce super bien. L'Authentique, ça passe très bien. Donc, on a vraiment capitalisé autour de ça. Et puis, au niveau des valeurs de l'entreprise, l'authenticité, la naturalité, notre ADN familial, il y avait beaucoup de choses positives dans ce mot-là. Et ça nous a plutôt porté chance. Et aujourd'hui, c'est des parfums, c'est... Alors aujourd'hui, on est vraiment dans l'univers de tout ce qui peut parfumer le corps et la maison. Alors, tu vas trouver la fleur d'oranger, tu vas trouver de la lavande, tu vas trouver de la verveine, tu vas trouver de la rose, enfin, tout ce qui peut être poussé et être à l'image de notre beau territoire, en fait. Puisque l'idée aussi, quitte à être dans ce territoire, c'est d'utiliser les senteurs qui sont produites ici, ou du moins pas très loin, en tous les cas, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, est-ce qu'on peut voir un peu ce qui se passe derrière? Ah ouais, avec plaisir. Ouais. Ouais. Tu m'emmènes? Allez, on y part. C'est par là? C'est par là. Allez, on y va. L'Authentique, c'est une entreprise locale, familiale, mais en réalité, c'est un bel ambassadeur à l'international aussi de la région. Oui, alors en fait, c'est notre cas, mais c'est le cas de plein de boîtes aussi dans le département. On a, nous, personnellement, nous, à l'Authentique, on est présent dans 67 pays à travers le monde. On fait 50% de notre chiffre d'affaires à l'export. On a même pendant longtemps été mieux vendu à New York ou à Tokyo que ce qu'on était à Paris, par exemple. Ah, c'est génial. C'était un peu ubuesque, mais c'était la réalité. Aujourd'hui, on a corrigé le tir. En fait, il y a une empreinte dans ce département hyper importante à travers deux axes.
senteur et saveur. Il y a pas mal d'entreprises qui sont implantées ici autour de ça. Il y en a une grande qui est mondialement connue, hein, à qui on est confrères et qui s'appelle l'Occitane. Mais du coup, ça a énormément essaimé et ça a amené beaucoup d'entreprises à se développer dans ce secteur-là. Ça a donné aussi de superbes ambassadeurs à travers le monde et ça a permis de faire connaître ce tout petit département de 165 000 habitants. À la fois grand et en même temps, voilà, pas beaucoup de monde. Tout petit, hein, par le nombre d'habitants. Sur la planète entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Chinois, quand on leur dit plateau de Valensole, ils savent ce que c'est, parce qu'ils vont se marier au milieu des champs de lavande. C'est un peu rigolo. Il y a 20 ans, des photos dans toutes les agences de voyage au Japon, il y avait des photos de champs de lavande et d'abbayes de Sénanque, donc c'est quand même des lieux plutôt sympas et pour nous, c'est une vraie reconnaissance. Un peu plus loin, je pars rencontrer Fabrice. Il fabrique de manière artisanale des sirops avec les plantes qu'il ramasse dans la nature. Et vous savez comment Fabrice se définit ? Il se dit cueilleur de douceur. C'est joli, non ? Fabrice, quand on arrive ici, on est quand même guidé par l'odeur. Hein. C'est assez exceptionnel, cette menthe poivrée qui nous remplit les papilles olfactives. Je ne sais même pas si ça s'appelle des papilles, mais en tout cas, ça nous ravit. C'est des produits qui viennent de tout près d'ici, en fait. Oui, sur les plantes, oui. On a la chance de pouvoir donc travailler avec des matières très locales ou à peine plus que locales. Après, donc la lavande fine, c'est nous qui l'accueillons, donc dans un massif qui s'appelle le massif des Monges derrière Sisteron. Donc c'est toi et ta compagne, vous allez... Moi, ma compagne, j'avoue très rarement parce que je suis attaché, cloué ici dans l'atelier, bien souvent. Oui. Et ma compagne, mes parents, ma sœur, et ça nous arrive également de payer des cueilleurs aussi. Donc cette lavande, on l'accueille avec cet instrument-là. Donc cette lavande, on l'accueille avec cette faucille, ouais. Donc une faucille qui appartenait à mes arrière-grands-parents, qui étaient producteurs de lavande et distillateurs à côté de Digny-les-Bains, au Chaffaut. Voilà, donc c'est qui sert à couper les plantes de lavande fine parce qu'elle est assez petite et le plant de lavande fine est très petit. Voilà. Ce sont des lavandes sauvages que l'on cueille en montagne, en altitude, à 1500 mètres d'altitude à peu près. Et la plus petite faucille, c'est... Alors celle-là, c'est une faucille à dents qui permet de couper tout ce qui est ligneux, c'est-à-dire tout ce qui est matière un peu plus épaisse, un peu plus dure, comme le thym et le romarin par exemple. Et c'est le thym qu'on retrouve là ? Et là, c'est le thym que l'on retrouve là. Donc c'est un thym, ce qu'on appelle un thym thymol. C'est un thym de basse altitude, donc c'est un thym qui est assez fort, comparé à des thym de montagne, par exemple le thym linalol, qu'on appelle le thym citronné, qui lui est plus léger en goût. Mais comme il va servir dans un mélange de sirop où on va y rajouter du romarin et de la sauge, on avait besoin d'un thym assez puissant. Donc c'est des petites fleurs rouges. Pour bien distinguer les goûts. Voilà. Ouais. Et celui-là, on le cueille à 15 km d'ici, sur la commune de Malfougas. Cueilleur de douceur, c'est ton métier, c'est comme ça que tu te définis. C'est une référence à évidemment ton travail de cueillette. Oui, douceur, c'est pour le sucre, pour le sirop, et cueilleur, parce que on cueille des plantes. Alors à l'origine, on cueillait toutes les matières, parce qu'on avait uniquement une gamme de sirop fait à base de cueillette, donc c'était vraiment, voilà, ça a été la création de cueilleurs de douceur. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on achète beaucoup de matières, parce qu'on fait beaucoup plus de sirop, beaucoup plus de variétés, avec des matières que l'on ne trouve pas dans la nature à l'état sauvage. Et toujours bio. Et toujours bio, toujours, voilà. Alors il y a aussi un fruit que tu cueilles toi-même, pas très loin d'ici. Oui, donc il y a la baie de l'Églantier, le cynorrhodon, autrement dit le gratte-cul ou le poil à gratter. Donc, oui, parce que ça a des petites propriétés un peu grattantes. Un peu grattantes, voilà, c'est ça. C'est plein de vitamine C aussi, ça c'est très très bien pour ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les oiseaux l'hiver se nourrissent de gratte-cul bien souvent. Il faut arriver à passer avant eux lorsqu'on les cueille parce que sinon ils les éclatent tous. Et on précise quand même que le gratte-cul, le sirop ne gratte pas. Hein. Non, le sirop ne gratte pas, on a enlevé tous les poils à gratter. Voilà, on a une presse très efficace qui retient tout ça. Donc voilà, le gratte-cul, la baie de l'Églantier, à quoi ça ressemble. Donc là, ce sont des baies que l'on a conservées au congélateur, là que j'ai fait dégeler et que je vais broyer et presser par la suite pour obtenir du jus. Voilà. D'accord, tu peux le sentir ? Oui. Ah oui, mais ça a déjà une odeur très sucrée en fait. Oui, parce que justement, ils ont été ramassés très très mous. Voilà, là, on voit qu'on les écrase dans les doigts. Et donc, le sirop, par exemple, c'est un sirop où il n'y a que ça ou bien c'est un mélange ? Non, c'est un sirop où il n'y aura que ça. Voilà. D'accord.
Et alors, on les presse ici, ensuite on cuit là, c'est ça? Ensuite, on la cuit dans grande le cuve chaudron avec le sucre, un petit peu comme on ferait de la confiture, sauf que nous, on a une base liquide au lieu d'avoir une base pâteuse, semi-pâteuse, comme on le fait pour la confiture. Voilà, Et le sucre, oui, c'est à la fois pour sucrer, mais c'est aussi ce qui permet de le conserver. Voilà, exactement. Un sirop sans sucre ne se conserve pas, on se sert du sucre comme conservateur. Donc tout est naturel. Tout est naturel, on rajoute qu'une base chimique ou de synthèse dans nos sirops. Et est-ce que c'est possible de le goûter, ce sirop? Ah oui, ça bien sûr. Oui, oui. Mais là, on va se rendre donc à la boutique où Ouais. on a tout le matériel et toutes les dégustations. Ah bah super, pour ça. merci. Bah alors on y va. On y va. C'est quand même le moment que je préfère dans cette émission, on va goûter. Alors, on a parlé du gras de cul, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Alors, on en met combien à peu près? Allez, on en met, C'est ben, tout comme ça. ouais, allez, je sers. Hop, on va mettre un volume et on va rajouter 7-8 volumes d'eau dessus. Déjà, ça a une jolie couleur. C'est très très un épais peu, parce que le jus qui sort de ouais. ces petites baies est d'une épaisseur incroyable. Donc on a même des fois un peu du mal à le mélanger. Ah, regarde. Merci. Voilà, donc certainement retrouver un petit goût de coin et Ah de oui, miel. non mais on a vraiment, enfin ça a vraiment le goût de fruit quoi. Bon, ça va, Non, mais- je suis rassuré. Ça semble évident quand on le dit, néanmoins, voilà, c'est pas toujours le goût qu'on a quand on boit du sirop. Et donc c'est vraiment important de le préciser que ça a un goût de fruit assez exceptionnel et frais. Donc c'est vraiment très très chouette. La passion du sirop, ça t'est venu comment d'ailleurs? Alors, on raconte souvent des histoires avec les grands-mères, mais moi, c'est vrai. Parce que Elle s'appelait comment ta grand-mère? Mélina, Mélina. ma grand-mère paternelle, qui me gardait, c'était le jeudi après-midi, je crois qu'on n'allait pas à l'école, quand mes parents travaillaient, et elle me faisait des sirops. Elle faisait des sirops elle faisait macérer, je me rappelle très bien, des framboises du jardin, parce qu'elle avait un jardin. Elle faisait macérer les framboises dans le vin, et après, elle pressait, elle récupérait ce jus, donc il y avait du vin dedans, et elle me faisait des sirops. Alors c'est peut-être pour ça aussi aujourd'hui que j'aime le vin, d'ailleurs, et les sirops, mais j'ai toujours ce souvenir-là. Et c'est sûr que c'est un métier qui est très lié aussi au territoire dans lequel on se trouve. Enfin, tu n'aurais pas Complètement. forcément pu faire les mêmes choses si ça avait été ailleurs. Complètement, on est dans un territoire donc il y a une très grande richesse au niveau saveur et senteur. On a beaucoup de très belles entreprises et aussi on a un territoire donc, où à l'origine on cueillait déjà des plantes dans la montagne de Lure. Donc il y a une tradition autour de la cueillette de plantes. C'est ce qui m'a d'ailleurs aussi stimulé et donné envie d'aller cueillir. C'est un peu toutes ces histoires autour des cueilleurs. Alors, la lavande du pays. La lavande du pays. Oh, c'est délicieux. C'est vraiment, vraiment délicieux. En plus, ces sirops, on peut les utiliser aussi, bon, pour boire évidemment c'est délicieux, mais par exemple la lavande, on la met dans certaines recettes, les crèmes brûlées ou ce genre de choses. Les non? crèmes brûlées, la lavande se marie très bien aussi avec tout ce qui est pêche, abricot, brugnon. En Voilà. confiture aussi. En confiture Ouais. aussi. Ça se marie bien avec de la glace vanille. Pour les amateurs de kir, ça va très bien se marier aussi avec un petit vin blanc ou un vin rosé Ah oui, sec, génial. pas fruité. Ouais. Donc il y a vraiment plein de possibilités qui Plein de nous mettent possibilités, de l'eau à ouais. la bouche. Mmh. On reprend la route après avoir dégusté les sirops de Fabrice. Celui à la lavande est tout simplement incroyable. Direction Banon, un village connu pour le fromage de Banon. Un fromage de chèvre plié et affiné dans des feuilles de châtaignier. Le fromage de Banon, là, c'est le fromage qui a une grande particularité, c'est son emballage dans des feuilles de châtaignier. Et je pense que c'est le seul, c'est unique, c'est ce qui fait sa rareté et sa particularité, quoi. En fait, à la base, ils emballaient les fromages, les derniers fromages de l'automne. Ils les emballaient, ils avaient trouvé cette technique de report pour les emballer dans des feuilles de châtaignier. Et ça leur permettait d'avoir du fromage tout l'hiver. Donc c'est une technique de conservation pour garder les fromages d'hiver. On a une couleur mordorée, légèrement marron, qui viennent des tanins de la feuille. Et on a également l'affinage qui est changé parce qu'on va conserver plus d'humidité, donc on va avoir un fromage qui est plus crémeux, plus coulant, et qui a une pâte qui est onctueuse, qui est crémeuse, et puis des arômes qui sont développés par la feuille, des arômes de sous-bois, des arômes un peu de terre, de champignons, d'humus, qui sont très représentés. Nous, nos fromages ont un goût particulier qui sent le cèpe. Juste derrière notre bâtiment,
On fait une centaine de mètres, il y a une première châtaigneraie, puis après on va à 3-4 km, il y a une autre grande châtaigneraie. Les feuilles, on les ramasse quand elles tombent l'automne, donc là au mois de novembre, on les a ramassées il y a 15 jours. Quand elles sont brunes, sèches, on les ramasse, on les stocke et on les réutilise tout le long de l'année. Et pour les utiliser, on les réhydrate dans un bain d'eau avec du vinaigre. Ça permet qu'elles ne soient pas cassantes, qu'elles ne se brisent pas. Et puis ça permet également de les désinfecter, pour pas qu'il y ait de contaminants éventuellement d'insectes ou une contamination autre de terre, ce genre de choses. Autant vous le dire, c'est excellent comme fromage. Il est fabriqué ici, dans quelques fromageries autour de Banon, mais vous pourrez facilement le trouver chez un bon fromager près de chez vous. Je vous le recommande chaudement. Alors, si je récapitule notre balade, nous avons eu du petit épeautre, du pastis la semaine dernière, des sirops et du fromage aujourd'hui. Mais il nous manque un des produits phares de la Provence, vous l'aurez sans doute deviné, les olives bien sûr. Je suis attendue par Manon à l'écomusée de l'Olivier. Là où l'olivier renonce, finit la Méditerranée. C'est un beau message pour commencer. Alors, c'est donc toutes les zones où sont cultivés l'olivier, c'est ça? Exactement. Alors, c'est lié au climat, évidemment. Évidemment. Et à l'histoire, finalement, en fait, l'olivier, c'est purement un arbre méditerranéen. Il est ancré dans nos civilisations méditerranéennes. Et c'est ce qu'a voulu Olivier Baussan, en fait, en créant ce musée, c'est créer un musée dédié à l'olivier. Dédié à l'olivier et aux civilisations. C'est quoi l'histoire, d'ailleurs, de ce lieu? Ici, vous êtes dans un ancien four à chaux, désaffecté après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en fait, Olivier Baussan, au cours de ses voyages, alors il a rencontré différents photographes qui venaient de différentes zones de la Méditerranée et il leur a proposé de leur apporter leur vision de l'olivier. Ouais. Et avec ça, il a créé une exposition. Parce que l'olivier, c'est un arbre, mais c'est aussi une culture. Exactement. C'est ça. Ouais, ouais. Il y a pas mal d'objets qui sont liés à ça, et puis une symbolique qui est un peu liée au divin, non? Alors c'est ça, l'olivier, c'est un arbre qui est ancré dans la civilisation méditerranéenne et dans la vie des peuples depuis toujours. L'olivier, on a commencé à le cultiver au 4e millénaire avant Jésus-Christ. On va le retrouver dans les 3 religions monothéistes. Il a une importance. Il symbolise quoi? La vie? La vie, c'est un arbre divin, il est symbole de lumière. Vous avez les lustres là donc ça c'est inspiré des lustres qu'on retrouve dans les mosquées, où en fait l'imam versait une goutte d'huile. L'huile d'olivier, qui en fait était utilisée comme combustible aussi. Comme source de lumière, effectivement. Et donc c'était pour guider les peuples. Voilà, l'huile d'olive, c'est une source de lumière. On peut faire des couronnes aussi avec les rameaux d'olivier. Donc l'olivier, il est aussi symbole de victoire. Tu vois, on offrait aux vainqueurs des Jeux Olympiques des couronnes d'olivier, pas que des couronnes de laurier, et on leur offrait des jarres remplis d'huile d'olive. Génial. Voilà. Il est plein de symboles. On va retrouver le symbole de l'immortalité. Tu connais les académiciens, l'Académie française, oui. On les appelle les immortels. Et sur leur costume, ils ont la broderie verte du rameau d'olivier. Oh, today was just a day, and you dealt with it okay. But tomorrow is a boy who needs to run. Maintenant, on est dans la partie boutique. Je mange avec les yeux, là, actuellement. On retrouve plein de produits du terroir d'ici, c'est ça? C'est ça. Mais donc, le plus important, c'est mes huiles, évidemment. Forcément. Je travaille avec une vingtaine de producteurs. On travaille avec une vingtaine de producteurs provençaux. On classe les huiles, en fait, en 3 catégories. Ouais. Suivant la maturité du fruit et donc la période de récolte. Pour l'huile d'olive, on a le fruité vert, le fruité mûr et le fruité noir. Le fruité vert, ce sont des huiles qui sont faites avec des olives qu'on récolte très tôt, dès le mois d'octobre, et qu'on presse immédiatement. Okay. Ça donne quelque chose de très vert, de très herbacé. On est sur des notes d'artichaut, de tomates vertes, de pommes vertes, voilà, quelque chose de très vert. Il y a un petit côté poivré,
peut venir un peu vous picoter la gorge. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est Voilà, d'accord. c'est ce Je qu'on vois appelle très bien ce petit goût. Voilà, ça c'est ce qu'on qui appelle picote un peu. l'ardence. Moi, j'adore. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ardence. Après, le fruité mûr, ce sont des huiles qui sont faites à partir d'olives qu'on récolte à maturité, entre novembre et décembre, et qu'on presse immédiatement. Et ça va donner quelque chose de plus doux, de plus beurré, plus lisse. Plus suave. Ouais, même s'il peut rester une petite pointe d'ardence, un petit côté, une petite pointe d'amertume, mais voilà, on reste sur quelque chose de plus doux. Et on est plus sur des notes là de fruits à coque, noix, noisettes, ou des petites notes de prune. Voilà, après tout dépend aussi de l'huile qu'on goûte. Et puis le fruité noir, c'est quelque chose de bien spécifique. Ce sont des huiles qui sont faites avec des olives qu'on récolte très tard. On peut aller jusqu'à fin février pour certaines variétés. Et on va les laisser fermenter pendant une petite semaine. Vous êtes vraiment sur quelque chose de très doux et avec ce goût d'olive noire prononcé. Moi, j'aurais tendance à vous dire que le fruité noir, c'est bon dans un écrasé de pommes de terre, par exemple. C'est bon sur un fromage de chèvre. C'est bon dans des pâtisseries. On peut la mélanger avec du chocolat, c'est très bon, l'huile d'olive et le chocolat. Voilà. Le fruité mûr, vous pouvez la mettre sur un poisson. Et puis alors le fruité vert, là, c'est typiquement l'huile de vos crudités. Ça va relever une salade un peu douce. Ça va sur des pâtes al dente, ça sera top. Oh, everything is about to change. Manon avait également donné rendez-vous à Daniel pour venir déguster avec nous ses huiles d'olive. C'est sûr que quand c'est Daniel qui le fait. En discutant, il propose d'aller chez lui pour voir la récolte des olives. Ça tombe très bien, c'est pile la bonne saison. Alors, d'habitude, dans Terre de France, on commence d'abord par rencontrer le producteur et ensuite on goûte. Bon, là, on a fait un petit peu l'inverse, on a goûté. Et comme c'était très très bon, on était obligé de venir ici, te rencontrer ici, Daniel, au milieu de ces oliviers qui ont quel âge? Entre 200 et 300. Waouh, pour être précis. C'est magnifique. Et alors en plus, le mois de novembre, c'est exactement le moment où il faut venir, c'est ça? Oui, parce que c'est le moment de la récolte. C'est là qu'enfin on va avoir le travail que nous avons accompli toute l'année pour obtenir des olives, de belles olives. Car pour faire une bonne huile, il faut de belles olives, de bonne qualité. Et comment on fait justement pour que l'olivier se sente bien ici? De quoi il a besoin? Il faut leur parler. Mais c'est vrai en plus, non, mais c'est vrai. C'est une façon de parler, bien sûr. Il faut les aimer, ça c'est sûr. Il faut les aimer, il faut les soigner. Il faut s'en occuper, il faut les piocher les pieds, il faut les traiter, il faut les arroser et pour obtenir de belles olives. Et toi, tu vis ici aussi? Moi, je vis ici toute l'année. Oh là là. J'ai cette chance. C'est-à-dire que je m'occupe de la propriété, je m'occupe des olives, des oliviers, et je vis ici toute l'année. Voilà. On est arrivé à faire dans les belles années 10 tonnes d'olives. D'accord. 10 tonnes d'olives. Mais ça prend du temps pour qu'un olivier pousse et arrive à faire des olives. Oui, il faut quand même 5 bonnes années. Oui. On a planté c'était des oliviers que nous avons plantés, c'était les Aglando, bien sûr, parce que nous sommes ici uniquement à Aglando. Hein. Oui. Enfin pas uniquement, mais essentiellement à Aglando. C'est des oliviers qui résistent au gel, c'est ça? Qui résistent bien au gel, c'est l'olivier vraiment du Luberon. Alors la machine qu'on entend au loin, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la machine qui sert à récolter, comme son nom l'indique, puisque nous sommes à la récolte. Nous sommes au mois de novembre, et c'est au mois de novembre qu'on récolte les olives. Et moi, je récolte dès l'ouverture du moulin. C'est-à-dire que moi, je veux faire un fruité vert. Oui. Pour faire un fruité vert, il faut récolter dès que les olives ont tourné. On appelle ça tourner. Tourner alors. C'est-à-dire qu'elle commence à tourner la couleur. Parce que pour avoir l'agrément AOC, huile d'olive vierge extra, oui. C'est ça le principal. Ça, c'est le Graal de l'appellation. Exactement. Il faut commencer à la bonne saison et récolter de belles olives, de bonnes olives. Et ces bonnes olives, est-ce qu'on peut les voir pendant la récolte? On va aller les voir. Ouais. Si je vois je vois vos œils briller, vous avez mais envie de les voir déjà. Bah, évidemment. Et bah alors super, on y va. Everything it knows, and I say, bring it closer to me. Ah, c'est incroyable cette technique. Oui, alors c'est une machine que j'ai louée à un agriculteur qui s'en servait pour ramasser les cerises. Ah oui. Les cerises pour faire les fruits confits. Ok. Alors je l'ai louée
pour ramasser les olives. Et c'est très pratique. Et c'est formidable, c'est pas pratique. J'évite 20 personnes. Et alors l'arbre, il est quand même très très secoué, c'est incroyable. Alors ensuite, comme vous le voyez, la pince arrive, on secoue donc l'arbre, qui ne risque absolument rien, Ouais, parce que ça fait des années qu'on le secoue. Et ensuite, les olives tombent sur le tapis. Et les petits râteaux là, qui sont électriques Les petits aussi, râteaux, en ça fait, sont des oliviums, c'est-à-dire que ce sont des piennes électriques. Ok. Auparavant, on cannait les olives, avec une canne. Avec une canne, et donc... Voilà, ça remplace la canne. D'accord. Souvent, ça va beaucoup vite, c'est moins fatigant. Et là, pour récolter tout ce qui... Parce que c'est quand même très grand, une quinzaine de jours. Oui, j'imagine qu'il faut quand même se dépêcher un petit peu pour que les olives ne soient pas trop mûres. Ah oui, là, on n'arrête pas, là. Toute la journée. Toute la journée. Eh ben, merci beaucoup, c'était vraiment magnifique. Merci. Et puis on peut peut-être continuer un petit peu la balade. Allez, d'accord. Quelle est belle cette route des senteurs et des saveurs de la Haute-Provence. Le temps de reprendre la route pour une prochaine destination, je vous propose de revoir ces moments sur notre site terredefrance.tv.